Bon, d'habitude, quand on parle d'ingénierie de très haute précision, l'image qui vient spontanément à l'esprit, c'est quelque chose de très froid, de très mécanique, non? Ouais, complètement. On pense tout de suite à la construction d'une Formule 1 ou à l'aérospatiale. Voilà, exactement. Un environnement clinique où on contrôle chaque petit millimètre de fibre de carbone. On ajuste la chimie du carburant au microgramme près. C'est du 100% artificiel. Et surtout binaire. On assemble des pièces inanimées selon un plan strictement mathématique sans aucune place pour l'imprévu. C'est ça. Mais pour notre exploration en profondeur aujourd'hui, le but de notre mission, c'est de prendre ce niveau d'obsession absolue, ce besoin de tout contrôler, et de voir comment il s'applique à la biologie vivante, à l'aquaculture de pointe. Ah, on est très loin de la vieille image du fermier qui jette des poignées de granulés dans un étang en espérant que ses poissons grandissent un peu, hein. Tellement loin. Les documents qu'on analyse aujourd'hui montrent qu'on manipule la lumière, le temps et même l'ADN avec une précision dingue pour sécuriser nos ressources alimentaires mondiales. Et je tiens à rassurer tout le monde, même si la documentation source regorge de jargon académique super dense, on va tout décoder. Absolument. C'est une révolution hyper silencieuse, mais la complexité scientifique derrière un simple filet de saumon est juste vertigineuse aujourd'hui. On parle de modification des rythmes circadiens, de préservation cellulaire, c'est presque de la science-fiction en fait. Entrons dans le vif du sujet. La première étape logique, avant même qu'un poisson puisse se reproduire, c'est de choisir les parents, de créer une sorte de super poisson. C'est la sélection génétique, ouais. Et c'est une étape cruciale. On cherche pas du tout le plus gros poisson du bassin en se disant « Ah, il fera l'affaire ». Ce serait une erreur fondamentale. Donc on ne juge pas que sur l'apparence physique. Ah non, la sélection moderne est complètement multifactorielle. Bon, la croissance rapide reste un critère de base, c'est sûr. Mais ce qu'on regarde de très près, c'est la conversion alimentaire. C'est-à-dire l'efficacité avec laquelle il digère. Exactement. C'est la mécanique métabolique qui permet au poisson de transformer les calories ingérées en masse corporelle. Un poisson qui dévore tout mais qui grandit peu, c'est un gouffre financier et écologique. On évalue aussi sa conformation corporelle, la santé de son système reproducteur et son adaptation globale à l'environnement. En gros, on recrute un athlète de haut niveau. On s'en fiche qu'il soit juste grand, il faut qu'il ait de l'endurance, qu'il se blesse jamais et qu'il métabolise parfaitement sa nutrition. C'est exactement ça. Et les résultats chiffrés de cette sélection sont assez dingues. Sur plusieurs générations, en accumulant ces bons traits, on a gagné 14% de taux de croissance directe sur le saumon de l'Atlantique. 14%, juste par la sélection? Ouais. Et pour la truite arc-en-ciel, le poids à la récolte a bondi de 13%. Du côté des poissons-chats et bagres, on a une augmentation qui varie de 12 à 18%. Même chose pour le saumon coraux, avec un gain de 8% sur son poids final. C'est faramineux quand on multiplie ces pourcentages par des millions d'individus. Ça fait des tonnes de nourriture en plus, sans prendre 1 mètre carré de plus. Mais comment on fait pour être sûr que ces traits vont vraiment être transmis? On peut pas juste croiser les doigts. Non, on laisse plus rien au hasard. C'est là qu'on utilise la cartographie QTL. Ok, QTL, c'est un des gros mots de nos documents. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Alors QTL, ça veut dire Quantitative Trait Locus. En français, c'est un locus de caractère quantitatif. Concrètement, c'est un marqueur d'ADN. Un marqueur d'ADN, c'est-à-dire? Les chercheurs prélèvent un tout petit bout de tissu, ils séquencent l'ADN et ils cherchent des motifs spécifiques. Si on se rend compte que tous les saumons qui grandissent super vite ont tous exactement le même bout de code sur un chromosome précis, paf, ce petit bout de code devient le QTL de la croissance. Ah, je vois. C'est un peu comme un système de navigation GPS, mais pour le génome. Au lieu de regarder le poisson de l'extérieur en espérant qu'il soit performant, on tape l'adresse de la croissance rapide dans son ADN et on vérifie directement si le repère est là. L'analogie du GPS est parfaite, ouais. On lit littéralement son manuel d'instruction. Pour reprendre l'image sportive, on n'évalue plus un joueur sur son humeur du jour, on regarde son code source pour s'assurer que c'est une star garantie. On sélectionne une équipe All-Star génétique. C'est fou de se dire qu'on lit le code source du vivant. Mais bon, une fois qu'on a réuni cette équipe All-Star dans notre bassin d'aquaculture, il faut bien qu'ils se reproduisent. Et dans un bassin, il n'y a pas les saisons de l'océan. Comment ils savent que c'est le moment d'y aller? Eh bien, leur biologie est une horloge astronomique incroyable. Les rythmes biologiques des poissons sont d'une précision terrifiante. Le cycle quotidien, pour eux, c'est pas environ 24 heures. Ah bon? C'est combien alors? Ils sont calqués sur le jour sidéral, donc exactement 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. La précision à la seconde près, c'est impressionnant. Et le cycle annuel, c'est perçu comme 365,26 jours. Il se fie à ce tempo pour enclencher la reproduction,
grâce à deux types de signaux, les facteurs proximaux et les facteurs ultimes. Ok, on va décortiquer ça. Quelle est la différence mécanique entre un facteur proximal et un facteur ultime? Le facteur proximal, c'est le signal de départ. C'est ce qui indique au poisson que la saison approche. Ça lui laisse le temps de développer ses organes reproducteurs sur plusieurs mois. Et ce facteur, c'est principalement la lumière, ce qu'on appelle la photopériode. La durée du jour par rapport à la nuit? Voilà, ça, c'est le facteur proximal. Et ensuite, on a le facteur ultime. Ça déclenche pas le processus interne, mais c'est le filtre final de sécurité au moment de pondre. Est-ce que l'eau est à la bonne température? Y a-t-il de la nourriture pour les petites larves qui vont éclore? Y a-t-il des prédateurs dans le coin? Ah, je comprends. Si on compare ça à la vie de tous les jours, c'est comme l'organisation d'une grande fête. Comment ça? Le facteur proximal, c'est quand on reçoit le carton d'invitation dans la boîte aux lettres. Ça donne la date, ça prévient un mois à l'avance pour qu'on puisse s'organiser, acheter une tenue. C'est le signal. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Et le facteur ultime, c'est les conditions réelles le soir de la fête. Genre, est-ce que la salle est chauffée? Est-ce que le traiteur a apporté assez à manger pour survivre à la soirée? Si on a bien reçu l'invitation, mais qu'en arrivant il fait -10 et il n'y a rien à manger, la fête est un échec total. C'est exactement ça. Et l'industrie de l'aquaculture l'a très bien compris. Du coup, en laboratoire, on pirate cette invitation en manipulant la lumière, le fameux facteur proximal. Comment on fait ça en pratique? Avec de grosses ampoules? Avec des systèmes LED très avancés, on peut utiliser ce qu'on appelle une onde sinusoïdale. En gros, la lumière augmente et diminue super progressivement pour imiter parfaitement un vrai lever et coucher de soleil naturel. Donc une courbe très douce, très naturelle. Voilà. Et à l'inverse, on a l'onde carrée. Là, c'est du on-off brutal. On allume à fond, on éteint d'un coup. Ça sert souvent à forcer une lumière constante pour accélérer ou bloquer le métabolisme de manière drastique. Mais attendez, comment la lumière entre dans le système nerveux du poisson? Il doit garder les yeux ouverts à la surface de l'eau pour que son cerveau capte ça, hein? C'est là que la biologie devient dingue. Oui, les yeux captent la lumière. Mais l'évolution a créé un raccourci incroyable chez plein de poissons. La fenêtre pinéale. La fenêtre pinéale. Comme une vraie fenêtre. Au sens propre. Au sommet du crâne, ils ont une zone où la peau et l'os sont littéralement translucides. C'est extrêmement fin. Et ça permet aux ondes lumineuses de traverser le crâne pour taper directement sur la glande pinéale, dans le cerveau. Un puits de lumière intégré directement dans la tête, c'est fou. Mais pourquoi la nature s'est embêtée à faire un crâne transparent plutôt que d'utiliser simplement les yeux? Parce que les yeux, c'est fragile. L'eau peut être super trouble ou le poisson peut être blessé à l'œil. L'horloge interne est trop vitale pour dépendre de la vision. Donc la glande pinéale reçoit ces photons et elle traduit ça en sécrétant de la mélatonine. C'est une cascade hormonale hyper mécanique qui dit au corps « Ok, lance la production des ovocytes et du sperme ». C'est fascinant, donc la fenêtre pinéale valide la lumière, les hormones s'activent. Mais au moment critique, l'acte de pondre, j'ai vu dans les sources qu'il y a des stratégies de reproduction très différentes selon les espèces, non Sam? Tout à fait. L'évolution a créé deux grandes écoles de pensée, si je puis dire. La première, c'est le désovadeur total. En français, on dit un pondeur total. Le saumon de l'Atlantique, c'est le meilleur exemple. Et ça consiste en quoi, être un pondeur total? C'est une stratégie kamikaze. Ils libèrent absolument tous leurs gamètes en quelques heures ou quelques jours max, c'est très bref. Et pour maximiser leurs chances, ils font des œufs gigantesques, entre 5 et 7 mm de diamètre. C'est énorme pour un œuf de poisson. Ouais, mais ils en font peu. Ils misent tout sur la qualité et la taille de ces gros œufs balancés en une seule fois. Donc, le pondeur total, c'est comme organiser le show de la mi-temps du Super Bowl. On claque tout le budget sur une seule performance de 15 minutes, tout est massif, l'investissement est colossal et on croise les doigts pour que ça marche. C'est une super métaphore. Et l'alternative à ça, c'est le désovadeur partial, le pondeur partiel. Les poissons marins comme la corvina ou le turbo utilisent ça. La stratégie opposée, j'imagine. Complètement. Eux, leur période de pond dure des mois, parfois de 5 à 9 mois non-stop. Et la fécondité est absurde. Une femelle peut lâcher 500 000 œufs, mais ils sont microscopiques, à peine 0,9 mm. Ah oui, 500 000 œufs minuscules étalés sur presque un an. Exact. Si on regarde l'ovaire, il a plusieurs modes de maturité, donc des œufs à différents stades, qui sont relâchés par petites vagues successives. Donc ça, c'est plus la mi-temps du Super Bowl. C'est la tournée de résidence à Las Vegas. On fait un petit show tous les soirs, pendant des mois. L'investissement par show est ridicule.
Mais en répétant l'événement des centaines de fois, on est sûr d'avoir du public à la fin. Exactement. Le truc, c'est que toutes les espèces n'acceptent pas de jouer le jeu en captivité. Il y a des divas de l'aquaculture, comme la Seriola lalandi. La fameuse céréole, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? En gros, on a beau lui mettre la lumière parfaite, avec une belle onde sinusoïdale, et la température idéale, elle refuse de pondre spontanément en bassin. C'est bloqué. Pour y arriver, l'industrie est obligée de faire une induction artificielle. Une induction artificielle? Hmm. On lui injecte des hormones, c'est ça? Voilà, sans ce petit coup de pouce chimique, la tournée à Las Vegas est tout bonnement annulée. Mais au-delà de ça, il y a un phénomène physique incroyable qui se passe juste avant la ponte chez ces espèces marines. C'est l'hydratation. Oui, j'ai noté ça. L'ovocyte qui gonfle subitement d'eau. À quel point il gonfle? C'est impressionnant. Le volume de l'œuf peut augmenter de 67 à 75% juste en absorbant de l'eau massivement, quelques heures avant l'ovulation. Prendre 75% de son volume en flotte juste avant de naître, mais pourquoi c'est si indispensable à la survie? Parce que l'océan est un milieu hyper osmotique. C'est très salé, donc ça a tendance à littéralement aspirer l'eau hors des cellules et à les dessécher. Cette hydratation d'urgence, ça crée un réservoir d'eau douce à l'intérieur de l'œuf pour que l'embryon puisse survivre. C'est une gourde intégrée en fait. Voilà. Et il y a un deuxième effet vital. L'eau modifie la densité de l'œuf. Grâce à toute cette eau, l'œuf devient plus léger que l'eau de mer, ce qui lui permet de flotter vers la surface, là où il y a plein d'oxygène. Sans cette hydratation, il coulerait à pic dans les abysses et il étouffe. La nature a vraiment pensé à tout. Par contre, j'imagine que cette énorme bulle d'eau pose un problème logistique massif quand les scientifiques essaient de sauvegarder ces œufs pour plus tard. Ce qui nous amène à la suite, suspendre le temps. C'est le grand défi technologique de notre époque. Ouais. Parce que si on dépense des fortunes pour sélectionner l'ADN, contrôler la lumière et faire pondre des cérioles récalcitrantes, on ne veut pas perdre les gamètes. Comment on fige cette génétique? En jouant avec la température de manière extrême. Par exemple, pour conserver le sperme sur le court terme, on le stocke à exactement 2 degrés Celsius. Pourquoi 2 degrés précisément? L'objectif est d'inhiber l'activité des flagelles, vous savez, la petite queue du spermatozoïde. À température ambiante, le flagelle bat frénétiquement, il brûle toute l'énergie de la cellule, l'ATP, et il meurt d'épuisement super vite. À 2 degrés, on le paralyse totalement. C'est comme mettre la voiture au point mort au feu rouge. On coupe pas le contact, le moteur tourne au ralenti extrême, mais ça évite de vider le réservoir d'essence avant le verre. C'est une bonne façon de le voir. Mais ça, c'est que pour quelques jours. Si on veut conserver la génétique pendant des années, il faut passer à la cryopréservation. Et là, on rigole plus. On plonge le tout dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Moins 196 degrés. Mais l'eau à l'intérieur de la cellule, elle se transforme forcément en glace à cette température, non? Ça ferait tout éclater. Exactement. C'est l'ennemi numéro 1 de la cryogénie, les cristaux de glace. Ça forme littéralement de minuscules poignards qui déchirent l'ADN et les membranes cellulaires. Pour empêcher ça, on doit utiliser des cryoprotecteurs. C'est quoi comme type de produit, un cryoprotecteur? On utilise des produits chimiques comme le DMSO, le glycérol, le glucose ou même simplement du jaune d'œuf. Ces molécules vont pénétrer la cellule ou l'envelopper pour empêcher la glace de cristalliser. Ah, bah c'est le principe de l'antigel qu'on met dans les moteurs de voiture l'hiver au Québec. Sans antigel, l'eau gèle, prend du volume et fait exploser la tuyauterie intérieure. Mais comment on manipule physiquement ça? On jette tout dans une cuve d'azote? Surtout pas. Le choc thermique tuerait tout. On utilise des Pajuela. Des pâtes jouées là? Oui, des paillettes en francier. Ce sont des petits cylindres en plastique d'environ 3 ml. On met le sperme et l'antigel dedans. Ensuite, on les suspend d'abord dans les vapeurs d'azote pendant 30 minutes. Ça permet une baisse de température super lente. Et seulement après, on les plonge dans le liquide. Et pour le réveil? C'est un choc inverse hyper chronométré. On décongèle en plongeant la paillette pendant 60 secondes pile dans un bain-marie à 35 degrés pour relancer la machine. C'est de la haute voltige thermique. Mais attendez, vous avez parlé de l'hydratation massive des ovocytes tout à l'heure, les œufs des femelles. Avec toute cette eau à l'intérieur, l'antigel doit pas suffire, si? Et voilà, vous avez mis le doigt sur le mur technologique actuel. On maîtrise parfaitement la cryopréservation du sperme, mais congeler les ovocytes, c'est quasi impossible aujourd'hui. À cause de l'eau qu'ils ont bu. Ouais, l'hydratation est tellement massive qu'aucun cryoprotecteur n'arrive à saturer la cellule, les fameux poignards de glace se forment à tous les coups, et l'œuf est détruit de l'intérieur. C'est tellement ironique. Le mécanisme, l'hydratation qui sauve l'œuf dans la nature, c'est exactement ce qui le condamne dans l'azote liquide. C'est le paradoxe parfait, oui.
Bon, mettons qu'on ait du sperme décongelé et des œufs frais. On fait la fécondation. Avant de les mettre dans des bassins pendant des mois et de dépenser une fortune en nourriture, comment on s'assure que les œufs sont viables? Le premier contrôle de qualité, on l'appelle la flottabilidad positive dans les textes. La flottabilité positive. Pour les espèces marines, c'est très binaire. Un œuf sain est bien hydraté, plein de lipides, donc il flotte. Si l'œuf coule, ça veut dire que sa membrane est foutue ou qu'il est stérile. Donc on les met dans l'eau et on regarde ceux qui remontent. C'est ça. Et la règle est impitoyable. Si plus de 40% d'un lot coule au fond, on jette absolument tout le lot à la poubelle. Le risque de malformation est trop grand. C'est marrant parce qu'on parle de haute technologie, d'ADN et d'azote, mais au final, le premier test, c'est le même que pour vérifier la fraîcheur d'un œuf de poule dans un bol d'eau dans une cuisine. S'il flotte ou s'il coule, ça nous donne l'état interne. Ouais, les principes physiques de base restent les meilleurs indicateurs. Et si on veut tester les parents avant même la ponte, sans avoir à les stresser avec des seringues, c'est possible ça? Ça, c'est la grande avancée des biomarqueurs non invasifs. Avant, il fallait capturer le poisson, lui faire une prise de sang, le stresser, ce qui bloquait souvent sa reproduction d'ailleurs. Aujourd'hui, on analyse juste le mucus, Le mucus. la bave visqueuse sur les écailles. Exactement. Le mucus épidermique est un reflet direct du sang. On cherche des biomarqueurs spécifiques. Chez les mâles, on va chercher le 11-KT. 11-KT, qu'est-ce que c'est? C'est la 11-cétotestostérone. C'est l'hormone clé de la maturité sexuelle des mâles. Si ça explose dans le mucus, il est prêt. Chez les femelles, on cherche la vitellogénine. C'est la protéine de base qui fabrique le vitellus, les réserves de l'œuf. En gros, c'est un test salivaire indolore. On frotte un peu de mucus, pas d'aiguille, et on sait si l'athlète est prêt. Et un tout dernier filtre de qualité avant la nurserie. Le dernier test est visuel sur ce qu'on appelle les œufs verts récemment fécondés. On attend qu'ils atteignent 120 UTA, les unités thermiques accumulées. Le souci, c'est que l'œuf est opaque, plein de petites gouttes de graisse. On voit rien au microscope. Alors, comment on vérifie que l'embryon se développe bien à l'intérieur? On utilise une solution d'acide acétique. Cet acide interagit avec la membrane de l'œuf et le rend littéralement transparent pendant un petit moment. Et là, on peut vérifier que les cellules se divisent de manière bien symétrique et on jette ceux qui sont mal formés. C'est magique. L'acide acétique agit comme un produit à vitre surpuissant. Ça rend les murs de la cellule transparents pour vérifier les fondations. C'est une ingénierie de chaque instant, oui. Si on fait le bilan, on prélève de l'ADN pour trouver les QTL, on pirate les horloges du cerveau avec de la lumière via une fenêtre pinéale dans le crâne, on gère des stratégies de ponte, on bloque les spermatozoïdes au point mort à 2 degrés, on utilise des antigels pour éviter les poignards de glace à moins 196 degrés, et on finit en testant de la bave de poisson et en rendant des œufs transparents à l'acide. C'est tout simplement étourdissant de contrôle. C'est clair. On repousse toutes les limites de la physiologie. Mais il y a une pensée très puissante qui émerge de tout ça. Laquelle? Maîtriser le sperme dans des paillettes d'azote, décrypter les signaux lumineux, tout ça dépasse l'agriculture de consommation. Avec le changement climatique, les océans se réchauffent, les fameux facteurs ultimes dont on parlait tout à l'heure, ceux qui garantissent la survie, sont en train de disparaître dans la nature. L'invitation à la fête est là, mais la salle est en feu, en quelque sorte. Exactement. Et ces technologies d'élevage, ça pourrait bien être la base d'une véritable arche de Noé cryogénique. On a les outils pour sauvegarder les gamètes des espèces sauvages en danger critique, les mettre en pause à moins 196 degrés et les réveiller le jour où on aura réussi à restaurer leurs habitats naturels. Transformer les outils d'une industrie alimentaire en un coffre-fort temporel pour sauver la biodiversité de la planète, c'est une réflexion fascinante à garder en tête. Ce sera le mot de la fin pour notre exploration d'aujourd'hui. La prochaine fois que vous verrez un poisson, souvenez-vous que derrière ce calme apparence se cache peut-être la science la plus sophistiquée de notre époque, juste là, sous la surface.